Alors pour finir, je voudrais poser une question qui peut-être va soulever un débat. Si on suit les propos de l'individu souverain, donc de ce livre, il faudrait défendre l'immigration libre et les frontières ouvertes comme une chance et une opportunité. Or, pourtant, on voit aujourd'hui partout le contraire. L'immigration est une source de nuisances, de conflits, de raquettes. Alors où est l'erreur? La réponse, selon moi, c'est qu'il faut distinguer ce qu'on ne fait pas assez et même qu'on n'entend jamais. Il faut distinguer immigration de marché et immigration d'État. Et je m'explique. L'immigration d'État, c'est un système dans lequel l'État accueille des personnes du monde entier et les intègre de force dans une société aux frais du contribuable. Et donc, si l'immigration a des conséquences néfastes, indéniables dans les pays développés, c'est parce qu'on exige de cet État qu'il résolve un problème dont il est à l'origine par les incitations artificielles et irresponsables qu'il offre à tous de rentrer ou de rester sur le territoire national. À l'arrivée, c'est toujours Nicolas qui paye. Donc, c'est la politique étatiste qui est le problème, pas l'immigration. Au contraire, l'immigration de marché est une véritable opportunité, mais à condition de comprendre ce qu'elle est vraiment. Elle consiste à gérer l'immigration par des contrats privés entre les résidents et les entrants. En pratique, les frontières doivent rester ouvertes, permettant à chacun de voter avec ses pieds et de choisir librement le pays dans lequel il veut vivre. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a le droit de s'installer où il veut, comme il veut, sans condition. La condition pour s'établir dans un marché libre est de le faire dans l'intérêt des résidents du pays d'accueil. Et ça passe par des contrats. Par exemple, seules les personnes qui obtiennent un logement de la part d'un propriétaire résident, que ce soit sous la forme d'un contrat de location ou d'achat, peuvent s'installer. De même, l'immigrant doit pouvoir présenter un contrat de travail valable ou fonder lui-même une entreprise sur place en tant qu'entrepreneur afin d'être économiquement autonome. Ou alors, il a déjà accumulé suffisamment de patrimoine ou de bitcoin pour ne pas avoir besoin de travailler pour gagner sa vie. En fait, peu importe, tant que l'immigrant n'est pas une charge pour autrui. Et là, vous voyez qu'on aborde ici une question qui est finalement philosophique et éthique, parce qu'on n'a pas le droit d'exiger quelque chose sur le travail d'autrui. Alors, dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison de craindre l'immigration de marché. Au contraire, elle augmente intrinsèquement la prospérité du pays d'accueil, tandis que les dirigeants du pays d'où les gens partent sont incités par la concurrence à améliorer leur régime politique afin de convaincre les émigrants de rester. Je conclus. L'immigration, c'est comme la monnaie. Il y a deux types de monnaie, la monnaie d'État et la monnaie de marché. Et c'est Bitcoin. Pour qu'une monnaie soit saine, il faut séparer la monnaie de l'État. Eh bien, c'est la même chose pour l'immigration. Finalement, le point clé qui nous sépare des socialistes, c'est la propriété privée. Pour les socialistes, la propriété privée est le problème qui conduirait à la misère humaine, à la dégradation de l'environnement. Alors que pour nous, les bitcoiners, la propriété privée est la solution qui permet des arrangements pacifiques concernant l'utilisation des ressources et donc qui permet la prospérité et le développement durable de la civilisation. Merci à vous. Merci Damien, excellent. Bravo. Puis c'est intéressant, tu vois, parce que moi qui vis à Dubaï, c'est vraiment un pays en fait où l'immigration est une immigration de marché Ouais. et où c'est très facile d'immigrer d'ailleurs. D'ailleurs, Pavel Durov, le créateur de Telegram, a expliqué dans une interview il y a quelques mois pourquoi il s'était établi à Dubaï et notamment il a dit extrêmement facile d'obtenir des visas pour les employés alors que j'avais essayé en Allemagne et aux États-Unis, c'était impossible, c'était la mission impossible. Et pourquoi c'est facile d'obtenir des visas? Parce qu'il n'y a pas d'État-providence à Dubaï. Ah oui. Ouais. Donc, ils savent, les contrôles doivent être, ils checkent juste que tu n'es pas un criminel, en fait, c'est tout. Et que tu n'as pas de maladie transmissible. Mais comme ils savent, comme il n'y a pas d'état-providence, tu ne peux pas profiter du système. Si tu veux rester sur place, tu es obligé de travailler et donc de contribuer. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de checker comme ça. Et voilà. C'est quelque chose aussi, une chose à laquelle beaucoup de gens sont aveugles. Oui, mais j'ai un ami qui est à Malte et c'est pareil, si tu veux t'installer à Malte et prendre la résidence fiscale, bah, il faut avoir une certaine somme sur ton compte. Il faut que tu puisses prouver que tu es autonome en fait, que tu as de l'argent et que tu vas pas dépendre de l'État. De toute façon, c'est le débat de l'immigration. On gère tous les deux le compte Le Bunker sur X avec GG, mais moi je me charcute un peu de temps en temps avec les nationaux. Les nationalistes ont aussi, comme Olivier le précisait en début d'émission, un logiciel un peu obsolète
C'est-à-dire qu'il y a un problème manifeste d'immigration en France et ils veulent s'en prendre aux immigrés ou bien faire de la remigration forcée. Moi, j'ai toujours dit non, supprimez les aides. Si tu supprimes les aides, tu n'attires qu'une immigration de qualité qui vient parce qu'il y a une opportunité de marché pour elle. Exactement. Non, mais bien sûr. Et qui vient combler un besoin local parce que peut-être qu'on ne sait pas faire de pain, je te dis n'importe quoi, les mecs vont venir faire du pain. Et en fait, c'est aussi simple que ça, mais on en est venu à des surréflexions, des circonvolutions pas possibles.